Bonjour à tous, toutes, pardon, et à tous. Alors merci de votre présence via le Facebook Live. N'ayant pu avoir nos traditionnels vœux du maire, moment de convivialité et d'échange, faute de ce maudit Covid. L'actualité de la commune étant très riche en ce début de mandature, il était important pour le Conseil de vous donner la possibilité de poser des questions sans attendre le prochain Conseil. Alors merci pour l'ensemble de vos questions, il y en aura 17. Et nous ne parlerons pas des remarques et des suggestions. Les réponses seront apportées par les membres de chaque commission. Alors, nous allons commencer par la première question concernant la possibilité d'une étude sur l'éclairage nocturne, sur la suppression ou l'abaissement de la luminosité de l'éclairage nocturne. Je vais donner la parole à Nathalie. Merci. Donc c'est un sujet effectivement qui nous intéresse. J'enlève mon masque. C'est un sujet dont on se soucie effectivement lors de la précédente mandature. En début de précédente mandature, il y a déjà eu des études qui ont été faites, notamment de l'ALEC, sur cette question de la potentielle possibilité de réduire, voire éteindre pendant une période l'éclairage public. C'est un sujet qui n'est pas forcément très facile à mener car il est très clivant. Et pour cela, nous avons commencé à retravailler donc, ce sujet en essayant d'avoir un vrai dossier réglementaire sur cet aspect-là, sur également un aspect budgétaire, mais aussi un aspect technique, parce qu'il faut qu'on connaisse, enfin, on le connaît bien sûr, mais selon l'équipement de la commune, tout n'est pas possible aujourd'hui. Donc ça nécessite forcément des investissements. Donc on a encore un travail de fond à faire pour rassembler tous ces éléments et ensuite on pourra faire une proposition à l'ensemble des Castelfortins, voire les associer davantage. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de rassembler dans un premier temps tous les éléments pour étudier la faisabilité de l'extinction, de la réduction, de l'éclairage dans certains lieux et pas dans d'autres. Merci Nathalie. Autre question, ça concerne la zone 1 ALU. Est-il vraiment utile de créer une centaine de logements? Françoise, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Alors effectivement, c'est un dossier qui commence à dater, qui est en stand-by, je l'ai déjà expliqué, par rapport au recours qui est déposé sur la révision du PLU. L'utilité de construire des logements, c'est d'enrayer la baisse de la population que nous connaissions depuis un certain nombre de recensements. C'était redynamiser le village. Alors, est-ce que c'est la construction d'une centaine de logements ou la construction de logements tout court qui pose problème à la personne qui a posé la question? Voilà. Donc, nous avons considéré qu'il était nécessaire de construire des logements, une centaine, et ça ne sera pas une centaine sur la zone ALU, jusqu'à présent, c'est 65, le chiffre qui avait été étudié, et le projet en qui fait, avait ici été... vient de l'article, en fait, l'article, le journaliste a un peu gonflé le chiffre, il a non, dit 100. non, on était à 65, voilà. Donc, ça se changera peut-être, hein, je n'en sais rien, mais il n'y a aucune raison. Voilà. Ok, merci. Non, ça ne changera pas, 65, c'est ce qui a été marqué au PLU. Ben oui, c'est ça. Voilà, donc, voilà. Ok, deuxième question de cette personne qui suit la première question, c'est la population va dépasser les 2000 habitants. Elle ne sera plus une commune rurale. Alors, même avec ces 65 logements, nous n'arriverons pas à habitants. C'est un engagement fort que nous avons énoncé. Donc, absolument. Et en plus, oui, comme dit Etienne, dans le PADD, de toute façon, c'était un but de ne jamais dépasser les 2000 habitants. Absolument. Pardon?
la définition du PABD. La définition. Ah oui. Plan d'aménagement, voilà. Et de développement. Oui, c'est ça, on part toujours en... Toutes nos excuses. Donc, effectivement, cette personne nous dit qu'on est déjà investi dans une nouvelle école maternelle en vue des nouveaux arrivants, mais effectivement, c'est... Patricia, je te laisse en parler, le pourquoi du comment de la nouvelle école. Alors, la nouvelle école, ce n'est pas seulement pour accueillir les nouveaux arrivants de cette zone ou d'autres constructions, mais également pour le bien-être des enfants, car l'école que nous avons jusqu'à maintenant, c'est quand même une école vieillissante et qui ne répond pas vraiment aux attentes des instituteurs et des parents. Parce que nous avons souvent des remarques, il manque de place pour les dortoirs, voilà. Donc c'est aussi pour répondre à une demande générale, mais pas forcément pour répondre aux nouveaux arrivants. De la même manière, l'association entre les deux a été faite par le journaliste un petit peu abusivement dans la Ah ouais. Oui. Donc la question venait de ça. Parce que nous, je complète, nous avions déjà le projet de faire un regroupement scolaire avec une nouvelle école maternelle. Déjà, il y a 2 mandats avant celui-ci. Voilà. Merci Patricia. Notre question, c'est qu'appelez-vous exactement une zone artisanale? Une zone artisanale, ça sera un peu à nous de la décider, à la population. Il y aura le choix, toutes les propositions seront étudiées. Alors ça peut être des petits commerçants, ça peut être... tout est ouvert, il n'y a rien de fixé à ce jour. Donc il y aura le paramédical, mais il y aura aussi des artisans. Ça peut être je sais pas, des réparateurs de vélos, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça nous crée des maraîchers, pourquoi pas un maraîcher qui viendrait vendre ici. C'est pas trop d'artisanat, mais ça... Voilà, je ne sais pas si j'aurais répondu à la personne. Alors, est-ce pour avoir des petits bâtiments genre industriels? Est-ce nécessaire? On va essayer de tout faire pour que ça ne ressemble pas à des bâtiments genre industriels, mais des bâtiments qui s'incorporent bien dans le paysage et dans la zone. Et surtout, oui, surtout l'emploi local, quand on aura besoin, et l'accessibilité à des commerces pour les Castelfortins, jeunes ou anciens, évidemment. Il dit qu'un projet dont l'éclairage public, nous en avons déjà parlé. Où en est le projet on va affiner un petit peu plus, que quelqu'un demande où en est le projet d'aménagement de la zone commerciale. Comme disait tout à l'heure Françoise, c'est toujours au tribunal, car on a des associations qui font des recours. Donc tant que le jugement définitif n'a pas été validé, pour l'instant ça ne bouge pas trop, le promoteur est en attente de la décision. Voilà. Donc on espère dans le premier semestre, si on a le droit de rêver le premier trimestre, mais au moins le premier semestre de cette année. Et ouais. L'augmentation prévue de la taxe foncière de 10%. Donc je vais laisser la parole à Bernard. Merci Monsieur le maire. Oui, donc l'augmentation de 10% de la taxe foncière communale, je précise. Donc un petit rappel, la taxe d'habitation est supprimée et elle va être supprimée sur 5 ans. Donc il y a déjà une partie des contribuables Castelfortin qui ne la payent plus et il y en a une partie qui vont bénéficier d'un premier dégrèvement à partir de cette année, à hauteur de 30%. Plus personne ne payera la taxe d'habitation. Qu'est-ce que c'était cette taxe d'habitation? La taxe d'habitation, c'était la participation financière des habitants d'une commune à la vie sociale, économique et culturelle d'un village. Aujourd'hui, on nous a dit que cette taxe, le montant de cette taxe prélevée serait compensé intégralement par l'État. C'est un peu une épée de Damoclès qu'on a, que toutes les communes vont avoir. Il y a un mécanisme complexe qui est en train de se mettre en place.
on s'aperçoit que déjà la référence c'est 2017, donc déjà on va perdre un petit peu dans la compensation. Et l'objectif d'augmenter de 10%, j'y arrive, de 10% du taux de la taxe foncière communale, c'est préparer l'avenir sur une petite somme qui n'est pas énorme. J'ai fait mon calcul personnellement, je vais, pour tout vous dire, je pense que je suis à peu près dans la moyenne. Je paye 1033 de taxes d'habitation. Donc, dès cette année, je vais avoir une réduction de 331 € précisément. Et l'augmentation de la taxe foncière qui passerait de 16,79 à 19,96, vous pouvez faire le calcul sur votre taxe foncière 2020, j'aurai une augmentation de 120 €. 120 € globalement sur l'ensemble de la commune, ça fait à peu près 70 000 €. Je précise dernièrement que c'est une proposition qui a été faite par la Commission Finances, qui n'est pas décidée, qui fera l'objet d'un débat, je pense, important au niveau du conseil municipal. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette proposition qui a été faite par la Commission Finances. Merci. Merci Bernard. Autre sujet, concernant des inondations de voiries, entre autres sur le rond-point de la rue de Toussus, aussi bien de la départementale, je suppose, que de la route de Toussus, de l'autre côté, sur les bassins. Et on nous parle aussi des parkings de chez Ovelia, des logements sociaux qui sont inondés. Malheureusement, là, c'est en zone privée. Et là, nous sommes attentifs quand même à ce qui s'y fait, parce que leurs parkings sont souvent inondés par les problèmes de pompe. Et effectivement, il va y avoir, comme le mentionne cette personne, il y aura d'autres logements, et nous sommes très attentifs à ce qui va se faire concernant l'évacuation des eaux pluviales. Je vais laisser Emilien parler des inondations sur la départementale et sur la route de Toussus. Merci. Les inondations au rond-point de Toussus sont de deux ordres. Le premier, c'est un bassin qui est privé sur le champ. Quand on regarde le rond-point, il est à gauche. Et le bassin qui est à droite appartient au département. Le bassin qui est à droite, il y avait 3 puits de 18 mètres qui avaient été faits à l'époque, mais comme ce n'était pas suffisant, il y a un trop-plein de ce bassin qui rejoint le RD 36 pour passer dans le fossé qui est sur le côté et qui rejoint la rigole au bout de la rue du Moulin. Le bassin, donc, qui est géré par le département, a un autre trop-plein qui est raccordé directement sur les eaux pluviales qui passent dans la rue de Toussus, puisque le conseil général à l'époque avait redimensionné les tuyaux d'eau pluviale dans la rue de Toussus qui rejoignent le haut de la rue des Orfèvres et qui descendent dans la mer Antesse. Pourquoi on a des inondations? Parce que le bassin donc, qui est privé aurait dû être, le trop-plein du bassin privé aurait dû être raccordé sur le bassin du département. Or, il n'est pas raccordé. Il y a une étude qui est en cours avec Versailles Grand Parc et avec la DIR. La DIR, moi la définition de la DIR. La direction, c'est la direction d'Île-de-France qui s'occupe des routes. Voilà. Donc on a une réunion qui est planifiée au début de la deuxième quinzaine avec VGP, le bassin, les propriétaires du bassin privé, la DIRIF et la commune. Voilà ce que je peux dire sur le bassin. Ok, les inondations. Ok. Merci Emilien. Maintenant, une autre question concernant le devenir de la maison blottière, dont la démolition avait été votée au conseil municipal. Patricia, s'il te plaît. Alors, la maison blottière, après avoir consulté la commission école que nous avons montée pour le projet de cette école maternelle, il a été décidé de tout faire pour l'inclure dans ce projet. C'est-à-dire que nous allons conserver cette maison,
Et alors, nous ne pourrons pas y accueillir d'enfants parce qu'il y a trop de contraintes et ça entraînerait des frais trop importants. Mais nous en ferons très certainement des salles, du directeur ou de la directrice. Voilà, on va lui trouver une attribution et donc cette maison sera conservée et rénovée. Okay. Merci Patricia. Autre sujet, sur un volet sur la place des écoles, au-dessus du cabinet médical, il y a eu un problème des volets, il y a un volet entre autres qui s'est détaché et qui est tombé sur la voirie. Par chance, il n'y a eu aucun blessé. Et cette personne nous informe pourquoi les volets de l'autre bâtiment donnant rue de la Tour n'ont pas été supprimés. Alors à notre connaissance, il y a un expert qui est passé, il a fait retirer tous les volets du bâtiment où il y a les logements sociaux, mais il n'a pas fait retirer les autres. Donc on peut supposer qu'il a contrôlé et qu'il n'y a aucun risque. Voilà, tout ce que je peux apporter comme question. Mais c'est pareil, c'est du privé. Maintenant, l'intérieur de la tour. Hein. Je reviendrai après. Ok, d'accord. On va gérer les deux. Sachant qu'un volet de plus tard, il est là. Ah, pardon, ouais. J'ai loupé la ligne. Une question sur la réhabilitation du presbytère aussi. Il y avait une demande qui avait été votée aussi par le conseil municipal. Je vais laisser la parole à Lionel Gounod. Bonsoir. Oui, alors il y avait eu un vote effectivement dans la précédente mandature pour démolir ce presbytère qui, comme vous le savez, commence à s'écarter. Enfin, il y a le mur de gauche quand on regarde de la rue de l'église qui s'écarte et ça pouvait devenir dangereux. Dans cette nouvelle mandature, on a créé une commission spécifique sport, culture et patrimoine et on est en train de réfléchir à tous les bâtiments patrimoniaux de la commune pour voir comment on peut sauver des bâtiments qui seraient même considérés un peu trop délabrés. Et le presbytère en fait partie. Donc on a fait faire des devis, on est à la recherche de subventions, on se fait aider par le PNR pour rechercher ces subventions. Et puis, donc fort de ces devis, maintenant il faut qu'on décide de la destination de ce bâtiment, qui pourra être du coworking par exemple, des logements sociaux, d'autres choses. Donc là, on est encore en réflexion sur le devenir de ce bâtiment. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est le mettre hors d'eau et hors d'air, c'est-à-dire le consolider, de manière à ce qu'il ne continue pas à se détacher. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur la tour, donc je vais travailler là-dessus. Donc la tour, effectivement, a été bien nettoyée et on a différents projets dont on vous parlera plus tard. Mais Christian, tu peux peut-être dire un mot sur déjà le premier projet sur la tour et ce qu'on souhaite en faire dans un premier temps. Sur la tour qui a été acquise fin 2019 par Châteaufort, on a plusieurs projets possibles, comme vient de dire Lionel, qui sont tous des projets forcément très lourds, puisque cette tour date du XIe siècle et qu'elle est quand même extrêmement délabrée. Elle mérite vraiment qu'on s'occupe d'elle et qu'on fasse un projet qui sera sur la durée et qui excédera forcément cette mandature. Dans un premier temps, afin de ne pas dépenser trop d'argent inutile, on est en étude avec le parc naturel, avec des recherches de subventions, comme vient de dire Lionel. Mais déjà, dans un premier temps, il s'agissait de le nettoyer, ce qui vient d'être fait, de le sécuriser, ce qui est en cours, puisque c'est clos pour l'instant. Et on reçoit des entreprises très prochainement pour vérifier justement les sécurités qu'il y a à apporter en ce qui concerne les murs. On vient vérifier la propriété, puisque les murs font jusqu'à 3 mètres d'épaisseur à certains endroits. Donc on vient de vérifier où ça s'arrêtait et jusqu'où ça va. Et on va essayer de faire un endroit de repos, de tranquillité, avec éventuellement des bancs. Et on pourra se reposer de façon tranquille
avec des anciens, avec des enfants, et peut-être même aller plus loin sur, pourquoi pas, un espace culturel extérieur, en attendant de pouvoir monter un gros projet d'envergure. Voilà ce que je pense pouvoir dire sur le sujet. Ok, merci. Si j'ai oublié quelque chose, Non, c'est parfait. Merci à vous deux. Dans le chapitre de la communication, la conservation de la matière concernant l'histoire de Châteaufort, quelqu'un nous demande comment on compte s'y prendre et comment on va mettre en place le recueil de toutes ces informations. Sandrine, est-ce que tu peux répondre? Oui, alors la question était plus précise sur je pense, l'aspect véracité, enfin s'assurer de la pertinence des propos de ce qui est dit. Alors effectivement, c'est un travail qu'on avait commencé l'année dernière, en particulier avec Christiane qui est présente ce soir et puis avec Guillaume. On a été obligé de stopper, parce que c'était un peu compliqué de rencontrer les personnes en période de Covid, c'était vraiment trop complexe pour nous. On a quand même effectivement bâti notre méthodologie et puis commencé à bâtir une certaine liste de nombre de référents à contacter. Alors, effectivement, concernant les éléments qu'on va recueillir, évidemment qu'il pourra y avoir des souvenirs qui seront peut-être différents entre les personnes qu'on va rencontrer. L'idée, c'est de faire un travail collectif, collégial, et de s'assurer justement qu'au global, on arrive à restituer des histoires avec un petit H qui seront effectivement cohérentes. Et puis, l'histoire avec l'implantage, on peut essayer effectivement de retrouver des traces qui sont fiables et on pourra effectivement, sur lesquelles on pourra s'appuyer. Ça, je ne sais pas si Christiane a envie de compléter par rapport à ça. C'est vrai que les souvenirs des gens sont peut-être différents, donc pour des événements identiques, on aura peut-être des choses différentes. On verra comment on va gérer ça. On n'a pas. Ça sera doublement riche. Voilà, ça sera encore plus riche. Effectivement, on n'a pas encore été confronté à ce problème, à cette situation, puisqu'on démarre juste, mais évidemment. On a eu le Téléthon entre-temps. On a eu le Téléthon. Ça nous fait écouter pas mal aussi. Oui, donc effectivement, de toute façon, les souvenirs, c'est très subjectif. Donc sur des événements passés, les restitutions ne seront pas forcément tout le temps les mêmes, mais on essaiera de faire cohabiter les souvenirs des différentes personnes. On va voir comment on va gérer, on fera ça au mieux et de toute façon. Beau projet aussi, ça. Merci, Charles. Alors là, je vais renvoyer la question à la commission association, parce que où est le bowling démontable qui pourrait encore servir lors des festivités? Je vois que je n'ai jamais vu, donc je ne sais pas où il est. Il était utilisé lorsqu'il y avait la kermesse paroissiale. Je me souviens bien parce que mes enfants qui ont joué. Et donc ça veut dire que ça fait entre 25 et 30 ans, je dirais. Hein. Ah non, moi. Non. Je ne sais pas s'il a été utilisé après. Ça fait une quinzaine d'années. La kermesse paroissiale. Il est où? Ah oui, moi je sais, ma fille a connu. Ça se passait au prieuré. Oui. Ouais, c'est ça. Il est peut-être toujours au prieuré. Bah, en tout cas. La question, c'est est-ce qu'on sait où il est? Non. C'est ça la question. Non. Donc on ne sait pas où il est. Mais la personne qui pose la question a peut-être une idée. Je pense qu'il faut demander à la paroisse, tout d'abord. Oui. Je sais qu'on avait fait le tour à un moment, comité des fêtes, les assos de Châteaufort, c'était pas chez eux. Non. Je pense qu'il y a une cabane qui est au fond du prieuré. Alors, il y a beaucoup de choses dedans. La cabane en toi? Oui. La cabane au fond du jardin. Oui, elle C'est est au ça, fond du jardin. exactement. Tu ne peux pas la louper, ça. Bon. Ok, merci. Ah, voilà. Avis de recherche. Autre question, allons-nous retrouver le trottoir aux 9 rue de l'église? Alors je suppose qu'on ne l'a pas perdu, mais que c'est seulement parce que quelqu'un doit se garer dessus. Donc le 9, je ne le situe pas bien, mais on va regarder ça. C'est pas là où il y a les barrières qui. Je sais pas. L'église. Autre question, La rue de l'église. Oui. Est-ce que la rue de l'église va être réouverte? Alors nous espérons que oui. Maintenant nous ne savons pas quand, parce que c'est pareil, nous sommes toujours en procès avec les riverains pour l'histoire du mur. Donc pour l'instant on ne peut toujours pas la rouvrir. Nous espérons pareil que ce jugement, que le résultat du jugement tombe incessamment sous peu, normalement courant février, si la procédure ne continue pas après. Une question pour Étienne Dupont-après, c'est prévoyez-vous d'agrandir le cimetière? On ne peut pas l'agrandir parce que ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup de tombes à reprendre.
On a commencé il y a quelques années. Et là, on a des tombes qu'on peut reprendre rapidement, de l'ordre d'une vingtaine. Et après, on a environ 70 tombes qui sont plus compliquées à reprendre. Ce sont des procédures, ce sont des tombes perpétuelles qui n'ont plus le droit d'être aujourd'hui, mais dont la procédure pour les reprendre est un peu compliquée, dure 3 ans. Donc on ne prévoit pas d'augmenter d'augmenter la surface du cimetière. On a largement de quoi faire à l'intérieur. Dieu merci. Oui. Merci Étienne. Et la 17e question, là, je vais y répondre et je ne m'étendrai pas trop, c'est combien de logements sociaux de la ferme sont occupés par des migrants? Alors, à ma connaissance, il y a 3 logements. Et la question de combien sont-ils? À un moment, ils étaient une douzaine. Il faut savoir que ce n'est pas la commune qui gère ces logements, c'est la préfecture. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà. Alors, on a une question sur les commentaires Facebook. À la suite des travaux de la rue d'Ors, il devait y avoir des aménagements pour ralentir la circulation dans la rue. Les travaux sont finis et plus aucune nouvelle de ces aménagements. Merci pour votre travail. Étienne? En effet, les travaux ont pris fin en juin 2020 et on s'était donné un temps de réflexion puisqu'il n'y a pas un accord vraiment unanime des riverains de la rue d'Ors pour savoir ce qu'il faut faire. Certains nous disent qu'il y a des vitesses excessives, surtout des chauffeurs-livreurs. D'autres nous disent que non, finalement, il n'y a pas une grande circulation dans la rue d'Ors. Donc on attendait de voir un peu pour prendre la température de ce qui se passait. Et pour l'instant, on n'a pas eu, enfin, je n'ai eu 0 demande concernant ces limitations de vitesse. Si ça devait être le cas, on a encore des possibilités aujourd'hui, par des rétrécissements de chaussées bien pensés. Mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre quand même. Il faut que ça soit accepté par un plus grand nombre, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Merci Étienne. Sandrine, une autre question? Et non, je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ben non. Parce que si en ligne, des gens qui avaient envoyé leurs questions, s'ils ont des... tout de suite, s'ils sont satisfaits ou s'ils veulent d'informations complémentaires, s'ils peuvent nous envoyer ça tout de suite, hein, ce serait bien, ça permettrait d'éclaircir. Non, il y a une info, effectivement, le bullying n'est pas au prioré. Première réponse, c'est déjà première. Et ça, il y a un commentaire sur le son, effectivement. Ah. A priori, le renvoiement empêche de bien entendre. Je pense que c'est la ventilation. C'est la ventilation. Et donc on n'entend pas bien tous les conseillers qui ont parlé. Donc, pardon. Au réenregistrement, vous entendrez au replay éventuellement et on verra si on peut retranscrire éventuellement toutes les réponses. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'autres, à cet instant précis, pas d'autres commentaires ni questions. Bon. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir participé. Attends, une question. Éclairage de Noël, point d'interrogation. J'imagine que c'est pour les retirer, ils sont encore. Ben oui. C'est ça. Les éclairs de Noël, ils ont été défaits, démontés la semaine dernière, sauf ceux qui sont en l'air. On attendait la nacelle arrive lundi. Donc à partir de lundi, tout sera arrêté d'un point de vue électrique et démonté dans les 15 jours qui viennent. Voilà. Ok. Pas de questions? Non. Bon, bah écoutez, merci pour avoir posé autant de questions. Et n'hésitez pas à nous en renvoyer d'autres pour le prochain conseil, qui aura certainement lieu fin février. Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée et bon dimanche à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.